right now, get on the ground. Everybody on the ground right now, on your knees. On your knees. Le désert de Sonora, en Arizona. Pittoresque, stérile et brûlant. La vie ici est une constante question de survie. À la limite nord-est, on trouve la capitale de l'État, Phoenix. À 10 h le 10 août 1991, le mercure affiche déjà 34 degrés. Deux immigrantes thaïlandaises arrivent au temple bouddhiste à l'extrémité ouest de la ville. Elles venaient presque toutes les semaines. Elles faisaient le ménage et la cuisine pour les moines. Ça faisait partie de leur tâche comme membres du temple. Elles pensaient que les moines priaient. C'était logique pour elles. Elles les voyaient souvent étendues sur le sol. Hey, what do you think of this? It looks like the cord has been cut. Elle se demande si les moines savent ce qui est arrivé au cordon du téléphone. C'est d'abord l'odeur du sang qui les a frappés. Puis, elles les ont vus. Elles ont compris qu'ils ne dormaient pas. Ils étaient morts. Les femmes s'enfuient en voiture jusqu'à une résidence voisine d'où elles appellent les secours. En quelques minutes, des agents du bureau du shérif du comté de Maricopa arrivent en force. Mais c'est la scène à l'intérieur du temple qui est véritablement troublante. Je n'avais jamais vu de meurtre aussi stupéfiant au même endroit, au même moment. 9 corps sont placés en ovale, la tête vers le centre. Les victimes sont face contre terre, les mains dans le dos. Elles ont toutes été atteintes à bout portant à l'arrière de la tête. Rien n'indiquait que les victimes avaient résisté à l'agression. En fait, c'étaient des gens non violents. Qu'on les ait assassinés comme ça heurtait la sensibilité de tout le monde. 6 des victimes sont des moines, la plupart dans la trentaine ou la quarantaine. Parmi les morts, on compte aussi une fidèle de 71 ans, son petit-fils de 16 ans et un homme de 21 ans en visite au temple. C'étaient des gens qui avaient été invités à vivre là depuis un moment, certains depuis plusieurs années. C'étaient des résidents de ce monastère. La sauvagerie du crime choque la communauté bouddhiste locale. Ils n'ont jamais fait de mal à personne. Ils étaient amicaux et aimables avec tous ceux qui leur rendaient visite. J'étais très triste. On retrouve partout des indices des armes utilisées. Les enquêteurs retrouvent 17 douilles d'une carabine de calibre 22 et 4 douilles jaunes provenant d'un fusil de chasse. Les douilles de fusil de chasse retrouvées sur le plancher étaient de calibre 20, ce qui était très inhabituel pour un homicide. C'était un peu comme les armes que des garçons de ferme garderaient derrière la porte de leur chambre. Le motif est un mystère. Une fouille du temple révèle qu'il manque plusieurs biens, dont de l'équipement audio, des caméras, des bijoux et un montant d'argent totalisant environ 2600 $. Le coffre-fort du temple est bien en vue, mais on ne l'a pas touché. Le coffre-fort n'était pas ouvert. Ça m'a porté à croire que les moines ne connaissaient pas la combinaison du coffre, ou qu'ils avaient refusé de la dévoiler au meurtrier. Les enquêteurs se demandent si le vol est le seul motif de la pire tuerie de l'histoire de l'Arizona, puisque le mot « Bloods » est gravé sur un mur. On n'a jamais soupçonné le gang Bloods. Ils n'auraient pas opéré de cette façon.
On croyait que c'était pour nous lancer sur une fausse piste. Les meurtres font la une dans tout le pays et à travers le monde. Les autorités de Washington assurent le gouvernement thaïlandais que tout est mis en œuvre pour capturer les meurtriers. Lors d'une enquête normale, il y a de la pression, mais c'est surtout une pression qu'on s'impose nous-mêmes. Quand on se retrouve avec 9 morts qui bénéficient d'une attention internationale, on a l'impression d'être dans une cocotte minute en marche, avec de la vapeur qui s'échappe continuellement. Le bureau du shérif du comté de Maricopa forme une force opérationnelle pour mener l'enquête. Finalement, plus de 200 personnes travaillaient sur cette enquête. 66 d'entre elles étaient des agents de la paix assermentés provenant de 7 ou 8 services de police différents. Ce n'était évidemment pas un groupe uni. Ross Kimball, le meilleur enquêteur aux homicides du comté, prend les rênes. Il gère les opérations quotidiennes de la force d'intervention. Quand autant de services sont sollicités, il est difficile de s'entendre sur une idée et de dire « voici ce qu'on doit faire et voici votre tâche ». Tout le monde avait son plan. Comme dans toutes les enquêtes pour meurtres très médiatisés, les rumeurs commencent à circuler. Les liens des victimes avec la Thaïlande, qui est alors le centre international du trafic d'héroïne, soulèvent la possibilité d'un crime relié à la drogue. On a fouillé de nouveau tout le temple, incluant les statues. On n'a rien trouvé. Il n'y avait aucune preuve que ces moines étaient impliqués de quelque façon que ce soit dans le trafic d'héroïne ou dans le commerce de la drogue. La force opérationnelle commence à s'intéresser au passé des victimes. D'autres rumeurs circulent. Un des moines aurait eu une aventure avec une femme mariée. La jalousie, la rage, le désir, l'adultère, tout cela explique parfois le motif de certains crimes. C'était donc une piste qu'il se devait de suivre. Un mois après le début de l'enquête, les policiers sont encore loin d'avoir résolu les meurtres. Entre le 10 août et le 10 septembre, les agents ont enquêté sur des centaines de personnes. Mais ils n'ont pas trouvé un seul suspect valable qu'ils croyaient pouvoir relier à un élément du crime. Puis enfin, une percée. Les enquêteurs apprennent qu'une carabine similaire à une des armes utilisées dans les meurtres a été aperçue par la police militaire sur une base aérienne. Mieux encore, ils ont un nom. Rolando Caratachea. Est-ce le visage d'un meurtrier? En septembre 1991, une force spéciale enquête à Phoenix, en Arizona, sur une tuerie survenue dans un temple bouddhiste. Leur meilleur espoir d'en capturer les responsables repose sur les armes du crime. Une carabine de calibre 22 et un fusil de chasse de calibre 20. Un mois s'est maintenant écoulé depuis les meurtres et la pression est forte. L'équipe reçoit un renseignement venant de la police militaire de la base aérienne Luke. On rapporte que Rolando Caratachea, 17 ans, a récemment été arrêté sur la base en possession d'une carabine de calibre 22. Sur le coup, la police militaire ne connaît pas son importance potentielle. Ils ignoraient que le bureau du shérif cherchait une carabine 22. Quand ils en ont trouvé une sur la base, dans la voiture de 2 adolescents, ils leur ont dit de quitter la base et d'emporter l'arme avec eux. La base aérienne Luke est située à moins de 2 km du temple. On est allé interroger Rolando. L'adolescent remet l'arme à un agent, mais affirme qu'il ne l'avait pas au moment des meurtres. On lui a demandé à qui il avait prêté la carabine. Caratachea partage son appartement avec Jonathan Doody, 17 ans. Doody était fils de militaire. Son père travaillait à la base aérienne Luke. Il s'investissait beaucoup dans l'école des officiers de la réserve. Doody affirme être horrifié par les meurtres.
Il nous a dit qu'en fait, son ami était un membre du temple et qu'il était parmi les victimes. You hang out with anybody else? No. Les enquêteurs rapportent la carabine au poste de police. Ils comptent l'envoyer au laboratoire judiciaire de l'État pour examen. Mais elle fait partie des douzaines d'armes saisies. On a demandé de l'ajouter aux preuves à examiner. Je crois qu'il y avait 90 carabines qui attendaient d'être testées. Pendant ce temps, une autre piste arrive de Tucson. Les policiers reçoivent l'appel d'un homme qui dit détenir de l'information sur les meurtres. Il affirme s'appeler Kelsey Lawrence. Toutefois, une vérification rapide de ses antécédents ne mène à rien. Pas d'acte de naissance, de registre d'emploi, rien. Ils établissent l'origine de l'appel. Il vient d'un hôpital psychiatrique de Tucson. Les policiers découvrent vite qui les a appelés. Ce n'est qu'à ce moment qu'il leur a dit que son vrai nom était Michael Lawrence McGraw. Let me out of here. Let me out of here. On questionne McGraw avec acharnement. Deux enquêteurs l'interrogeaient pour obtenir une histoire. I wasn't anywhere. Understand me? Il disait ne rien pouvoir tirer de plus. Le commandant envoyait alors une autre équipe. Puis deux autres. Et encore deux autres. McGraw cède. There was 8. They drove from Tucson to Phoenix. Ils ont roulé dans 2 voitures jusqu'au temple, qu'ils appelaient une église. They all went in and I stayed outside. Ils sont restés là environ 1 heure. Il a dit qu'ils sont sortis en courant et qu'ils sont partis. Was there something on the wall? Bloods? Il devait savoir quelque chose. Et les policiers savaient que la présence du mot « Bloods » gravé sur le mur n'avait pas été révélée à la presse. McGraw n'en démord pas. Il n'a pas été impliqué directement dans les meurtres. Didn't kill anyone. Mais son histoire changeait toujours. Il était épuisé. Il accusait sans arrêt sa médication de l'empêcher de se souvenir. Told you everything I know. Let me out of here. Il a dit que son esprit était confus. Les enquêteurs acceptent ces déclarations presque sans y réfléchir. Il était dans un hôpital psychiatrique. Let me out of here. Mais on n'a pas assez réfléchi. Quel était son passé, son histoire? Les enquêteurs poussent McGraw à nommer ses présumés complices. Okay. On amène 4 hommes pour les soumettre à des interrogatoires serrés. Après des heures de questions épuisantes, ils avouent tous avoir commis le massacre du temple. Le 13 septembre, ils font face à 9 accusations de meurtre au premier degré et deviennent connus de par le monde comme les Tucson Four. Je me souviens qu'un jeune membre du commando d'intervention s'est assis avec moi et a dit « Comment avez-vous fait ?» On a poussé un grand soupir de soulagement. La force opérationnelle annonce avoir saisi au Tucson Four une des armes des meurtres du temple, une carabine Marlin. Quelques heures plus tard, on apprend une nouvelle étonnante. Le laboratoire judiciaire de l'État a fait des tests sur la carabine semi-automatique Marlin de calibre 22 et a tout de suite déterminé que ce n'était pas l'arme du crime. Ils l'ont écarté sans équivoque de la liste des armes potentielles en se basant sur des éléments de balistique. Complètement stupéfait et renversé. On était perplexes. Un autre développement troublant survient le lendemain. Les 4 suspects retirent leurs aveux, alléguant avoir parlé sous la contrainte. C'était de longs interrogatoires menés par des équipes d'enquêteurs qui se relayaient pour les amener à avouer. Ils ont tous dit la même chose. J'aurais dit n'importe quoi pour sortir de cette pièce. Je ne l'ai pas fait, mais je leur ai dit que oui, pour sortir de là. Les allégations de coercition font les manchettes. Les familles et les défenseurs des Tucson Four organisent des rassemblements populaires pour clamer leur innocence. On croyait toujours qu'il y avait suffisamment de preuves pour se présenter devant le grand jury. On l'a fait, et on a obtenu plusieurs actes d'accusation.
C'est alors que le laboratoire judiciaire identifie la véritable arme du crime. La carabine de calibre 22 saisie à Rolando Caratacea des semaines plus tôt. Ça m'a terrassé. On avait maintenant une arme aucunement associée au Tucson 4. Dans un camping au nord de Phoenix, des campeurs trouvent le corps d'une femme à l'arrière de sa camionnette. On lui a tiré dans le dos à 2 reprises. Les policiers ignorent l'identité et le motif du tueur. Mais avec le temps, un lien troublant se dessinera avec la tuerie du temple. Après avoir accusé 4 hommes de Tucson du massacre de 9 membres d'un temple bouddhiste, les enquêteurs apprennent que l'arme du crime les mène à quelqu'un d'autre. Rolando Caratacea, un élève de 17 ans à qui on a saisi la carabine 6 semaines plus tôt. La carabine de Rolando Caratacea faisait certainement de lui un suspect important. Caratacea fait partie d'un gang local, les AM Posse, un groupe d'adolescents réputés pour faire des bêtises après minuit. Ils volaient dans les voitures et entraient par effraction dans des entrepôts abandonnés. Avec ces 2 arrestations pour vol dans les mois précédant les meurtres, Rolando Caratacea est dans la mire des enquêteurs. L'équipe devait emprunter une toute nouvelle direction. Il fallait se concentrer sur Caratacea et bien sûr sur tous ceux qu'il connaissait. Caratacea est proche de Jonathan Doody, 17 ans, et d'Alex Garcia, 16 ans. Les 3 garçons fréquentaient l'école secondaire d'Avondale, en Arizona. Ils étaient amis. À différents moments pendant l'été, ils avaient vécu les uns avec les autres. On amène Rolando Caratacea pour un interrogatoire. All right, we don't need to have any lawyers in here, and you don't need to get my parents involved. So, what do you want? Il était arrogant, confiant, plein d'assurance. Il a tout nié. L'interrogatoire se poursuit pendant des heures. Mais Caratacea maintient qu'il n'est pas un meurtrier. Quand il nous a dit à qui il avait prêté la carabine, on est parti à la recherche d'Alex Garcia et de Jonathan Doody. Les policiers retrouvent Doody à la partie de football de l'école secondaire. Son unité de l'école des officiers de réserve y présente le drapeau. Ils lui ont dit qu'il devait lui parler de la carabine que Rolando Caratacea lui avait prêtée. Il a accepté de venir au poste pour nous en parler. Né en Thaïlande, Doody perd son père biologique alors qu'il n'a que 6 ans. Sa mère l'abandonne et déménage en Allemagne, où elle rencontre et épouse un soldat américain. Elle a confié Jonathan et son frère à des membres de la famille qui habitaient à des endroits différents en Thaïlande. 2 ans plus tard, Doody et son frère retrouvent leur mère et leur nouveau beau-père en Allemagne. Jonathan devait s'adapter à un nouveau père et à un nouveau pays où le climat, la nourriture et les langues étaient différentes. Son beau-père le punit pour son mauvais anglais. Il y avait des comportements agressifs dans la maison. On a appris plus tard que Jonathan aurait aussi vu sa mère se faire battre. Je crois que la première réaction psychologique de Jonathan a été de se retirer. Il s'est replié sur lui-même. Il se protégeait pour que la situation ne lui fasse pas aussi mal. La famille quitte l'Allemagne pour la Géorgie, avant de s'arrêter en Arizona, où Doody est de nouveau maltraité. Il n'était pas très sociable. Il avait un gros accent. On s'en prenait à lui. On se moquait de lui. Et on le brutalisait. La réaction d'un enfant de 9 ou 10 ans dépend de la réaction qu'il a adoptée plus tôt dans sa vie. Dans le cas de Jonathan, il s'est retiré davantage. Il est entré dans sa tête où il pouvait jouer et rêver à un monde plus sécuritaire où il serait en contrôle. Doody sait qu'il doit s'endurcir et se passionne pour le métier de soldat.
La discipline du soldat et du pilote, ainsi que l'ordre et le côté prévisible de la vie militaire, s'inscrivaient bien dans sa façon de penser. À l'école secondaire, Doody trouve enfin un ami en la personne d'Alex Garcia. Lui aussi a connu une enfance difficile. Alex pensait que son frère était le favori. Cela ne pouvait qu'alimenter la colère et le ressentiment. Dans toutes les familles et toutes les cultures, la colère envers les parents est un tabou. Alors souvent, la colère est là, mais elle est étouffée. Garcia éprouve des difficultés à l'école et il redouble à 2 reprises. Quand il atteint la 6e année, il manque davantage d'assurance et on se moque de lui. Il dépassait tous les enfants de sa classe d'une tête. Et il était aussi étiqueté comme l'élève pas très brillant. Ça contribuait à sa mauvaise estime de soi et à son agressivité. Garcia s'intéresse aussi au monde militaire. Il s'enrôle dans l'école des officiers de réserve, où il relève parfois de Jonathan Doody. Pour une fois, ces 2 adolescents avaient l'impression d'avoir trouvé leur place. Pour Jonathan, Alex était un camarade qui ne se moquait pas de lui et qui acceptait ses problèmes de langage. Pour Alex, Jonathan était le grand frère qui lui témoignait enfin du respect. Ils s'entraînent frénétiquement et rêvent même de mener leurs propres opérations secrètes. Ils étaient obsédés par l'histoire, les missions et les armes militaires. Ils élaboraient des stratégies pour s'enrôler dans une mission. Maintenant, dans une petite salle du bureau du shérif, l'interrogatoire de Doody n'a rien d'un rêve. Les policiers l'interrogent pendant 6 heures. Le souvenir troublant des interrogatoires des Tucson 4 traverse l'esprit de Kimball. J'ai repensé aux critiques qu'on avait essuyées lors des aveux initiaux des hommes de Tucson. Je me disais que plus l'interrogatoire de Jonathan Doody durait, plus les gens soupçonneraient qu'on avait agi de la même façon. Ce soir-là, les policiers trouvent son ami, Alex Garcia, et l'amènent pour l'interroger. Ils obtiennent également des mandats de perquisition pour la maison que Garcia et Doody partageaient. Pendant l'été 1991, le père de Doody a été transféré dans une autre base au Colorado. Mais Jonathan a convaincu ses parents de lui permettre de rester et de vivre avec Garcia pour terminer l'année scolaire. Lors de la fouille, on découvre des caméras et de l'équipement audio correspondant à ceux volés au temple et un fusil de chasse de calibre 20. Ce pourrait être la 2e arme utilisée dans la tuerie du temple. J'étais assez certain qu'on aurait une équivalence balistique entre l'arme et les douilles trouvées sur le plancher du temple. Je savais qu'on pourrait prouver qu'Alex Garcia était dans le temple. Les policiers envoient le fusil au laboratoire judiciaire pour examen immédiat. Mais Garcia refuse maintenant de répondre aux questions. Dans la pièce voisine, les enquêteurs continuent à interroger Jonathan Doody. Il se montre plus coopératif. L'enquêteur qui interrogeait Jonathan y allait plus en douceur. Évidemment, c'était ce qui avait manqué à Jonathan toute sa vie. Il avait l'impression que c'était ce dont Jonathan avait besoin pour être compris et entendu. You were involved in this, right? Yes. Doody avoue qu'il était au temple avec Garcia, mais il affirme que Karatachea et 2 autres personnes étaient avec eux. Mais il a seulement admis avoir été présent sur les lieux. Il niait avoir tué quelqu'un. Il niait avoir eu une arme ou avoir fait feu. À travers le mur de carton, Alex Garcia peut entendre tout ce que son ami raconte. Jonathan's next door, right? Ça l'a peut-être poussé à dire la vérité, à nous raconter exactement ce qui était arrivé. J'ai dit, Alex, si tu sais quelque chose, c'est le moment de nous en parler.
Mais le choix te revient entièrement. In the meantime, you should talk to your father. He's here waiting to see you. Et je suis sorti. On permet à Garcia de parler à son père. La première nouvelle que j'ai eue, c'est que le commandant nous appelait pour interroger de nouveau Alex Garcia. Les policiers apprendront-ils enfin la vérité sur les meurtres du Temple? Alex Garcia, un adolescent, a accepté de raconter en détail aux hommes du shérif de Maricopa ce qui s'est passé dans le temple bouddhiste le soir où 9 personnes ont été massacrées. Somebody told us there was a golden Buddha made out of solid gold. We need to do something so I can get money to buy my car. So what are we gonna do? We're gonna break into the Buddhist temple. They carry this golden Buddha. Quelqu'un leur avait dit que le Bouddha dans le temple était en or massif. Ils étaient assez jeunes et naïfs pour le croire. We wanted to steal it. Selon Garcia, puisqu'ils aimaient les missions militaires, ils voulaient envahir ce temple comme dans un exercice militaire. I got my dad's shotgun, and Jonathan had Rolando's .22. I wore a green scarf around my face. And Jonathan had a hat and these tank goggles. We got it all from the family store on base. So when we got to the temple, we did what we trained for. We just snuck in through the front door. We burst in and Jonathan yelled, "Police!" And there were 5 or 6 monks. They seemed a little startled to see us. Jonathan told the monks that there were some escaped convicts and that we were there looking for them. I'm gonna go around. You don't need to right here. What? To the ground. There were things breaking, things falling. All this noise was going on. And then he came back in. Come on, let's go! Let's go! Everyone on the ground right now! Alex! Then it was my turn to go in through the other rooms and see if there's any other valuables we missed. Everybody on your stomach right now! Hurry up! When I came back, Jonathan was standing on the couch, pointing his gun at all the monks. Jonathan turned around and told me, "No witnesses. We gotta go." Then he started shooting. He walked around, shooting them in the back of the head with his gun. He shot some of them a couple of times, just to make sure they were dead. Bang, bang, bang! I took the shotgun, and I just shot it off 4 times. I couldn't tell you why. C'est un aveu à glacer le sang. Un des plus terribles que je n'avais jamais entendu de la part d'un meurtrier. J'ai fait ceci, Jonathan a fait cela. Il n'y avait aucune émotion. Il n'y avait pas une once de remords chez Alex Garcia. When it was all over, they were all dead. So we left. Il grave le mot Bloods sur le mur et vide un extincteur pour dérouter les policiers. The Tucson 4 had nothing to do with it. It was just me and Jonathan. J'ai dû m'arrêter une minute parce que j'avais un haut le cœur. Je le croyais et je me rendais compte qu'on avait arrêté les mauvaises personnes. Des essais balistiques faits sur le fusil retrouvé chez Garcia prouvent qu'il a été utilisé au temple. Une botte appartenant à Garcia correspond également à une trace de pas découverte sur la scène du crime. On savait qu'on avait maintenant des preuves corroborantes. Ce n'était pas seulement un aveu. Le shérif est devant un ultimatum.
J'ai pris position publiquement. À moins qu'on trouve un lien entre les Tucson Four et Jonathan Doody et Alex Garcia, j'allais libérer les Tucson Four. Comme la preuve contre Doody est relativement faible, les procureurs décident de proposer un marché à Garcia. Parfois, il faut les faire changer de camp, comme on dit dans la police. On propose un marché à un accusé pour aider à en coincer un autre. En échange de son témoignage contre Doody, Garcia échappe à la menace de la peine capitale. Mais certaines conditions doivent être respectées. Dans toute entente, il est impératif d'être honnête. Il faut avouer tous les crimes qu'on a commis. Un avocat explique l'entente à Garcia. Il fait ensuite une révélation à Romley. L'avocat d'Alex Garcia nous a appelés et a dit « Je dois vous dire quelque chose. Alex Garcia a été impliqué dans un autre meurtre. » On était renversés. Me and Michelle, we decided. Dans sa déposition, Garcia raconte qu'un mois après les meurtres du Temple, il a commencé à fréquenter Michelle Hoover, 14 ans. Garcia a rencontré la jeune Michelle Hoover, une jeune fille aimée, respectée, bien connue dans la communauté, une bonne élève. Mais c'était son premier petit ami, sa première expérience avec un garçon. Il l'a courtisée et elle s'est vite follement éprise de lui. Elle veut devenir pilote professionnel de course d'accélération. Sa famille n'approuvait pas sa relation avec lui, mais elle avait la permission de le voir sous supervision. I told her we needed to get out of here. Garcia n'aime pas être supervisé. Il croit qu'il est temps pour lui de donner les ordres. Il dit à Michelle de voler le camion et l'arme de son père et de s'enfuir avec lui. Why did you want to take the gun? In case we needed it. Ils sont partis avec très peu d'argent et de nourriture. Elle était amoureuse de lui comme on l'est de notre premier amour. Quand Alex a proposé qu'ils s'enfuient ensemble, elle était partante. Ils aboutissent dans un camping au nord-est de Phoenix. N'ayant plus d'argent, le couple se met en chasse d'une personne à voler. Ils rencontrent Alice Cameron, 50 ans. I'm Alice. Nice to meet you, Alex. Hey, Alex. So, what brings you out here? Just wanted to get away. Ils ont amorcé une conversation et découvert que cette femme campait seule. Ils se sont dit que c'était une proie potentielle. C'était un endroit où Alice allait se reposer. C'était magnifique. Elle avait une camionnette et elle dormait dedans. Elle y passait toute la nuit. Elle adorait. Elle allait là pour s'évader. C'est maintenant au tour de Garcia de planifier la mission. Au mieux, elle lui vaudra quelques dollars, bien moins qu'une statue mythique en or. You know we're out of money. Yeah. Il a déjà tué, et il croit pouvoir s'en sortir impunément. Being serious. If you love me, don't kill her. À Phoenix, en Arizona, Alex Garcia décrit aux enquêteurs comment sa petite amie de 14 ans, Michelle Hoover, s'est approchée discrètement d'Alice Cameron sur un terrain de camping. Michelle a tiré dans le dos d'Alice Cameron à 2 reprises alors qu'elle dormait. Bien que blessée, Alice est toujours vivante. Elle pensait qu'il était là pour l'aider, qu'il avait été alerté par les coups de feu. Il n'était pas là pour l'aider, mais pour la regarder mourir. Elle a dit « Pourquoi vous me faites ça ?» Elle était consciente, elle pouvait les voir et leur parler. Ça a apparemment duré un bon moment. Michelle Hoover, dans toute sa jeune et incroyable innocence, même si elle venait de commettre ce crime horrible, parlait avec Garcia du temps qu'il faudrait à Alice pour mourir. Alex et Michelle ont tous les deux ce qu'on appellerait des traits psychopathiques.
Ils ont tous les deux été capables de rester là, avec cette femme qu'ils venaient d'abattre de sang-froid, sans être déstabilisés. Ils ont présumé à tort qu'elle aurait de l'argent, des cartes de crédit ou autre chose qui leur serait utile. Mais elle n'avait qu'$1,59, une petite somme d'argent. Alice était un esprit libre. Elle était magnifique. C'était une femme vraiment superbe. Ils l'ont tuée pour l'argent et elle n'avait qu'$1. La vie d'Alice ne valait qu'$1, ce qui est particulièrement triste. Fait incroyable. Le bureau du shérif avait également résolu ce meurtre à tort en contraignant un homme qui campait tout près à avouer. That guy that the police put in prison, he had nothing to do with it. It was just me and Michelle. Un procureur local m'a appelé et m'a dit qu'ils avaient arrêté l'homme qui avait tué ma sœur. J'ai demandé qui il était. Ils m'ont dit que c'était un vétéran du Vietnam et qu'il souffrait de stress, comme plusieurs vétérans. Mais il avait avoué l'avoir tué, avait donné des faits et était maintenant en prison. 14 mois plus tard, j'ai reçu un deuxième appel du même homme. Il me disait qu'il y avait eu une erreur terrible. Quelle erreur terrible! J'étais tout à fait scandalisé. J'ai immédiatement ordonné sa libération. Romley tient également une autre promesse qu'il avait faite au shérif. N'ayant pas de preuves supplémentaires contre les Tucson 4, il retire toutes les accusations contre eux. J'étais humilié et embarrassé d'avoir permis, comme coordonnateur d'une force opérationnelle, que 4 innocents soient contraints à avouer. Les Tucson 4 se partagent finalement des millions de dollars d'indemnisation pour ce qu'ils ont subi. Michelle Hoover plaide coupable à une accusation pour le meurtre au 2e degré d'Alice Cameron et écope d'une peine de 15 ans de prison. Pour éviter une possible condamnation à mort, Alex Garcia accepte de plaider coupable à 10 meurtres et de témoigner contre Jonathan Doody. Il écope de 271 ans de prison. Alex était purement diabolique. Je n'ai jamais vu une personne avec des yeux aussi froids. Une personne aussi dénuée de considération pour quoi que ce soit ou pour qui que ce soit. Clamant toujours son innocence, Jonathan Doody est traduit en justice pour son rôle dans les meurtres du Temple en mai 1993. On comptait sur Alex Garcia et sur les preuves corroborantes contre Jonathan Doody. Mais son avocat était assez efficace. Il disait « Regarde, tes aveux sont faux aussi, comme ceux des Tucson 4. » La stratégie fonctionne jusqu'à un certain point. Doody est reconnu coupable de meurtre, mais le jury n'est pas certain que c'est lui qui a appuyé sur la détente. Il échappe lui aussi à la peine capitale. Il écope de 281 ans de prison. Encore aujourd'hui, je crois que Jonathan Doody avait le rôle principal dans ce crime. Mais est-ce qu'on peut le prouver sans aucun doute? Est-ce qu'on a une photo? Non. Pour Jonathan Doody, le vol n'était peut-être pas l'objectif principal. Jonathan éprouvait beaucoup de rage étouffée à l'endroit de sa mère. Il n'avait pas eu le droit de vivre la colère ou la rage causée par toutes les peines qu'il avait connues dans sa vie. Il n'y avait pas de meilleure cible pour se décharger de sa colère et de son hostilité que le monastère où sa mère allait prier. Plus de 20 ans après le crime, Doody continue à en appeler de sa condamnation. Ross Kimball est toujours hanté par les erreurs commises par la force opérationnelle lors de l'enquête et dit que cette expérience l'a amené à faire un examen de conscience. Parfois, il faut choisir son combat. Il faut parfois mettre son poing sur la table et dire « Non, c'est mal. Vous pouvez faire ce que vous voulez de moi, mais je ne participe plus. Vous allez blesser des gens. Des gens pourraient mourir si vous prenez la mauvaise décision. Et je ne veux pas être mêlé à ça. » Au temple bouddhiste, la vie a repris son cours. Dans un jardin se dresse un monument commémoratif pour ceux qui ont été assassinés. Notre religion apprend aux gens à pardonner
et a oublié. On a pardonné, mais on n'a pas oublié ce qu'ils ont fait à 9 personnes.